Ok, Nous sommes en live. bonjour. Bonjour. Est-ce que faudra juste les petites politesses d'usage. On est déjà très content de tous vous retrouver pour ce nouveau webinaire Tierfest. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu le plaisir de me prêter à cet exercice. Je suis très content de le faire avec Benjamin Sympa. Surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets au niveau du son ou des choses comme ça. Il y a des choses qui n'ont pas changé, à savoir qu'on est un peu ravitaillé par les corbeaux dans les locaux au niveau Internet. Donc, par avance, on vous présente nos excuses s'il y a des moments de live ou des choses comme ça. On va faire de notre mieux avec les conditions auxquelles on est confronté. Et puis, on va passer, je pense, une bonne petite demi-heure, voire 40 minutes pour se parler de personal branding ensemble ce matin, quoi. Et en l'occurrence, la thématique du jour, c'est comment construire son personal branding pour mettre en avant son business. Quand on a formulé le titre du webinaire, on s'est dit « Ah, c'est bien, ça sonne bien ». Puis après, on s'est un peu rendu compte que c'était très orienté business, entrepreneuriat. Mais vous allez le voir, on va aussi surtout se parler ce matin, enfin, surtout, on va aussi se parler ce matin de l'importance de travailler son personal branding, y compris quand on n'est pas entrepreneur, mais quand on est salarié, collaborateur au sein d'une entreprise, et l'intérêt que ça peut avoir à tous les niveaux, à votre niveau, à vous, pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et comment aborder ce sujet-là de façon un peu constructive, quoi. As-tu quelque chose à rajouter? Non, tout est parfait. Hâte de commencer. Magnifique. Et ben c'est parti. Donc bon. Petit rappel, mais voilà, n'hésitez pas du coup à poser vos questions dans le chat. On le lit en fait en direct sur notre portable, on a de la visibilité là-dessus, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et on a Antoine à la boucle aussi. À la régie. Vous aurez la présentation du coup qui vous sera donnée et diffusée. Du coup, il suffit juste de mettre votre mail dans le chat et du coup, Anthony s'occupera de vous partager tout ça. Et s'il y a un problème majeur, n'hésitez pas du coup à mettre en mage problème, son, image, etc. Comme ça, au moins, on recommence et on réussit à réadapter tout ça. Voilà. Bon, déjà, je prends le temps de dire bonjour à ceux qui nous ont rejoints. On lit vos messages. Bonjour Gaël, bonjour Émilie, bonjour Morgane. Très content de vous retrouver ce matin. Le premier constat qui pour nous est quelque chose d'important et d'assez intéressant à évoquer au départ en guise de préambule par rapport à cette conversation, à la conversation qu'on va avoir, la notion de marque personnelle qui est un peu galvaudée, avec laquelle tout le monde n'est pas forcément à l'aise, qu'on pourrait d'ailleurs remplacer par la notion de réputation, ou en tout cas qu'on pourrait essayer de rapprocher de la notion de réputation. C'est quelque chose qu'on subit ou qu'on construit. Et pour nous, c'est un constat qui est hyper important à faire, c'est que vous ayez envie de prendre la parole ou pas, que vous soyez à l'aise avec le fait de le faire ou pas, ça, effectivement, c'est un sujet auquel vous allez être confronté et que vous allez devoir adresser. Mais par contre, ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous le fassiez activement ou pas, bah, de fait, les gens parlent de vous et de ce que vous faites. C'est-à-dire que vos clients parlent de vous, vos collaborateurs parlent de vous, vos collègues parlent de vous, vos prestataires, vos fournisseurs, y compris quand vous n'êtes pas dans la pièce. Et en fait, l'idée autour du travail, autour de la marque personnelle, c'est vraiment de pouvoir se dire comment je fais pour, quelque part, reprendre le contrôle de l'histoire qui se raconte à propos de moi, de mon entreprise et de ce qu'on fait, ou au moins pour essayer de donner des éléments de contexte et d'information qui vont orienter la manière dont les gens parlent de nous aussi. Évidemment, toute la visibilité que vous allez réussir à générer à titre personnel, ça vous bénéficiera directement sur le plan professionnel. Donc c'est-à-dire que ce soit dans la suite de votre carrière si vous êtes collaborateur au sein d'une boîte ou des retombées aussi business sonnantes et trébuchantes entre guillemets si vous êtes dans une optique de développer votre activité, quoi. Donc c'est vraiment un premier constat qui est important pour nous et à prendre en considération, et donc se dire quoi qu'il arrive, les gens parleront de nous. Comment on fait pour essayer de reprendre un tant soit peu le contrôle sur ce qui se dit, ou au moins essayer de donner suffisamment d'éléments de contexte pour que les gens aient tous les tenants et les aboutissants quand ils parlent de nous. Et on va voir ensemble assez rapidement de se dire que c'est pas inatteignable ou compliqué à mettre en place, que c'est brique par brique. Et l'idée, c'est vraiment pas avoir peur de contrôler ce personal branding. Et l'idée, c'est que vous sortiez de ce webinaire en vous disant « Ok, c'est un sujet qui m'intéresse, je vais commencer à mettre les premières pierres. »
Et voilà, vraiment l'intérêt aujourd'hui de ce qu'on va présenter, c'est les 30 minutes ensemble, c'est vraiment de faire ça. On va tester un petit truc qu'on n'a jamais fait dans le webinaire, donc n'hésitez pas à nous dire si ça fonctionne ou pas. Mais en gros, peut-être que certains d'entre vous le savent, j'ai lancé assez récemment un podcast qui s'appelle La Brigade, et c'est un podcast dans lequel on parle beaucoup de marque personnelle et beaucoup de création de contenu, notamment sur LinkedIn. C'est un peu le focus premier du podcast. Et en préparant le webinaire de ce matin, je me suis souvenu d'un truc qu'Hugo avait dit. Donc je me suis dit, je vais, plutôt que de mettre des mots dans la bouche d'Hugo, je vais le laisser s'exprimer sur le sujet, mais qui était assez intéressant et qui va servir aussi un peu à alimenter notre réflexion sur la suite. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous entendez la vidéo ou pas? Et Anthony va partager en tous les cas le lien YouTube pour qu'on puisse y retrouver tout ça. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous entendez ou pas ce qui se dit. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Ok, bon, très bien. Et pardon pour ce bug. De toute façon, le lien sera dans la présentation. Mais l'idée, en tout cas, le constat que faisait Hugo, qui était intéressant pour nous, en tout cas, qui, moi, m'a pas mal interpellé, c'est-à-dire qu'au moment où lui a décidé de prendre, au moment où lui a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn notamment, il était vachement identifié pour une partie de son expérience professionnelle qui est Hugo Benz, cofondateur de Kimono, qui est une boîte qui a connu un très grand succès dans le secteur du textile et puis aujourd'hui ils élargissent à d'autres sujets. Et en fait, il faisait le constat que ça résumait pas l'intégralité de son parcours professionnel, de ce qu'il était capable de faire, de ce qu'il avait accompli, bien qu'il soit très fier de l'impact qu'il a eu et du rôle qu'il a joué dans le développement de Kimono. Il avait quand même envie de reprendre le contrôle sur ce qui se dit de moi et du coup de réussir aussi à élargir un petit peu le champ des possibles ou en tout cas le champ de réussir à donner à voir aux gens un peu plus que ce pourquoi il était connu jusqu'ici. Et donc c'est ce qui l'a motivé à prendre la parole en public et à créer du contenu sur LinkedIn pour être en mesure de réussir à un moment à mettre en avant ses autres expériences et ce qu'il en avait retiré. Et donc c'est Thomas, si ton podcast est disponible sur YouTube ou aussi sur les plateformes audio? Pour l'instant, Olivier, le podcast n'est dispo que sur YouTube. Je suis en train de choisir un distributeur qui va permettre de faire en sorte qu'il soit référencé sur toutes les plateformes. Mais pour l'instant, le podcast n'est dispo que sur YouTube. Et je ne sais pas si, Anto, tu peux juste pousser un petit lien, si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y avait une personne qui l'avait demandé. Mais... Voilà, merci. Une petite animation où il y a le commentaire qui apparaît. Non. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, l'important pour nous, en tout cas, c'est de réussir à se dire comment vous pouvez faire en sorte d'essayer de trouver votre singularité, ce qui vous rend unique, ce que certaines personnes appellent votre monopole personnel, parce que tout ça, c'est des choses qui vont vous aider à vous positionner sur les réseaux sur lesquels vous aurez choisi de prendre la parole, et c'est ce qui va vous aider aussi à garantir une certaine cohérence dans le discours que vous allez avoir et dans toutes les prises de parole que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Et là-dessus, il y a plein de manières de le faire. Parce que la première, c'est prendre conscience d'une chose, c'est que les sujets qui vont intéresser du coup une communauté ou des personnes, etc., c'est pas forcément derrière avoir un truc où vous parlez que de votre expertise. Il faut toujours rajouter un peu la subtilité, c'est expertise, personnalité. Les gens vont vous suivre aussi parce que c'est vous. Et j'aime bien quand il n'y a pas vraiment de différence entre la personne que vous êtes au travail, dans la vie quotidienne, sur les réseaux, parce que du coup, c'est les gens quand ils vont vous rencontrer en rendez-vous, qui vont voir des webinaires, qui vont voir prendre la parole, qui puissent dire « Ah ok, c'est la même personne ». Et ça, c'est important que les gens le ressentent. Du coup, c'est pour ça que ce schéma, je le trouve intéressant, c'est vraiment de réussir en fait à mixer votre personnalité et ce qui vous fait et ce qui vous rend différent des autres, derrière avec votre expertise sur un sujet. Typiquement, je prends un exemple plus personnel où moi, je suis fan de cuisine, de création, etc. Et derrière, quand je fais des prises de parole sur les réseaux sociaux, il y aura toujours un côté
à la fois marketing avec ma vision market, mais derrière aussi, j'ai toujours envie d'avoir ce côté food un peu décalé parce que c'est ma personnalité, c'est ça qui m'amuse. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas perdre parce que je pense que les créateurs aujourd'hui qui ne performent pas sur les réseaux, c'est que ils ont un truc un poil trop lisse et impersonnel et du coup, en fait, on n'a pas forcément envie de suivre les personnes qui ont pas une énergie ou une personnalité forte. Par exemple, aujourd'hui, des Elon Musk, Jeff Bezos, etc., qui, sur les réseaux, en fait, ils sont un peu en extrême niveau personnalité, mais derrière, il y a un côté où, en fait, ils font parler, et parce qu'ils ont une personnalité forte assumée, derrière, en fait, il y a du contenu qui est écrit autour. Il y a plein d'autres entrepreneurs qui, derrière, ont des parcours aussi cool que eux deux, et par contre, on n'entend pas du tout parler parce qu'ils n'ont pas une personnalité aussi forte. Et dans le volet expertise, on met aussi évidemment la notion d'expérience. Il y a les compétences techniques que vous avez, il y a ce que vous faites au quotidien dans le cadre de votre travail, mais il y a aussi toutes les expériences que vous avez pu avoir avant sur lesquelles vous êtes bien sûr plus que légitime à prendre la parole et c'est important de le valoriser aussi, ce volet-là, entre guillemets, de votre parcours professionnel. Là-dessus, sur ce petit schéma-là, le constat était un peu le suivant, qui était de dire votre visibilité, elle va se construire par le biais de plusieurs étapes, entre guillemets, successives, où il y a plusieurs leviers que vous pouvez utiliser aussi pour commencer à structurer un petit peu le développement de votre visibilité et de votre audience, quelque part, parce que quand on travaille sur le personal branding, c'est un peu ce qu'on cherche à accomplir, hein, c'est de réussir à se rendre visible et pourquoi pas construire une audience engagée de personnes que vous cherchez à toucher. Ça se fait au départ, le premier travail à faire, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire pour se faire aider et s'entourer de ses proches dans la démarche. Après, il y a évidemment les équipes avec lesquelles vous êtes amené à échanger au quotidien, qui peuvent être des super relais et ou des super soutiens sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'eux peuvent faire le relais de vos prises de parole. Ils peuvent vous faire aussi du feedback sur l'avis qu'ils ont par rapport au contenu que vous créez. Voire vous pouvez essayer de trouver dans votre entourage professionnel des partenaires de responsabilisation qui auraient envie de s'inscrire dans la même démarche que vous et qui vont aussi jouer le jeu et vous permettre d'être au global dans une dynamique qui soit assez porteuse. Et puis après, quand on commence à sortir et à élargir un peu, il y a cette notion, ou en tout cas cet enjeu à réussir à se rendre visible auprès de son marché cible. On parlera tout à l'heure de la question des objectifs, qui pour nous est un prérequis incontournable quand on cherche à poser sa stratégie et à structurer sa stratégie de construction de sa marque personnelle. Mais une fois qu'on a fait ce travail autour de ses proches, ses équipes, et arrive le temps aussi, le moment où on se confronte au marché. Et un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est à tous les niveaux, il y a un vrai enjeu de cohérence. Pour moi, le début des problèmes, c'est quand à un moment, entre ce qu'on donne à voir en public, et ça fait quoi, ce que disait Benjamin tout à l'heure, et la personne qu'on est réellement, il y a un mismatch. Et ça, du coup, c'est difficilement tenable sur le long terme parce que, plus les gens vont creuser, plus les gens vont apprendre à vous connaître et plus ils vont se rendre compte qu'il y a un décalage entre le discours affiché et la personne que vous êtes dans les faits. Et puis, même vous, sur le long terme, c'est la meilleure recette possible pour finir par devenir schizo, quoi. On a... Comme les chanteurs qui se créent un personnage, etc. Ouais. Il y a un côté où, du coup, leur personnage, c'est ce qui prend la plus grosse partie du coup, de leur vie. Et ils ont du mal à le tenir parce qu'il y a, comme disait Thomas, un vrai mismatch là-dessus. Et ce que je trouve intéressant, du coup, avec ce schéma aussi, c'est de montrer qu'il y a différentes pierres à poser. L'idée, c'est pas d'arriver au marché directement, c'est itérer au départ sur le côté avec vos proches. Quand vous échangez avec des personnes, moi, je prends un exemple avec ma copine, on parle de sujet marketing. Social media et tout, et quand je me rends compte qu'il y a un truc que je lui ai raconté qui est intéressant, etc., je le creuse, je me rends compte que ça peut intéresser aussi les équipes, et après ça peut intéresser le marché et une communauté de tire-fesses. Thomas va vous parler d'un exemple qui est super, quelque chose qui est ultra parlant sur ce projet. C'est l'exemple de Brian Feroldi que peu de gens connaissent en France, je crois. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps en écoutant le podcast. Et j'étais assez, ce que je trouvais intéressant dans son parcours, c'est que Brian, aujourd'hui, écrit sur l'investissement et les finances, qu'il est à la tête d'une newsletter qui est suivie par plus de 40 000 personnes. Mais historiquement, il a commencé par travailler dans des fonds d'investissement et puis après, il a été rédacteur en freelance et salarié pour des publications en ligne autour de l'investissement financier.
Et en fait, ce que je trouvais intéressant là-dedans, et ça fait écho à cette deuxième brique qu'on évoquait là, de dire allez-y petit pas par petit pas et itérer et poser des jalons au fur et à mesure. Avant d'avoir le succès qu'il a aujourd'hui, avant d'être à la tête d'une audience aussi imposante, parce que il n'a entre guillemets que 20 000 abonnés sur LinkedIn et il a plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur Twitter, par exemple. Il s'est fait remarquer dans un des fonds d'investissement dans lesquels il travaillait, grâce à une newsletter interne dont il a été à l'initiative. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens dans la structure qui ne comprenaient pas toujours les décisions qui étaient faites par rapport aux investissements que le groupe pouvait faire et qui ne comprenaient pas parfois les enjeux aussi. Donc lui a fait un gros travail de vulgarisation en interne pour essayer d'interpréter les bilans comptables des sociétés dans lesquelles le fonds avait investi, pour essayer de faire comprendre aux gens voilà ce qu'on fait, voilà comment on le fait, voilà pourquoi on le fait. C'était une initiative qu'il a prise de lui-même. Et en fait, cette initiative-là a fini par remonter aux oreilles du comité de direction et ça lui a permis d'émerger ou en tout cas de se rendre visible et d'arriver sur le radar de gens qui n'avaient pas forcément conscience de ce qu'ils faisaient, enfin qui n'étaient pas les gens avec lesquels il interagissait au quotidien. Et ça illustre aussi le fait que on peut travailler ça aujourd'hui. Il est à la tête de sa propre entreprise, mais ça lui a permis de commencer à travailler sa marque personnelle, y compris à l'époque où il était salarié, et ça lui a permis de se retrouver dans une position qui était assez valorisante pour lui au sein de son entreprise, qui sont des choses qu'on peut de toute façon aussi valoriser après sur le long terme. De plus en plus avec des outils comme Slack, Discord, etc. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment réussir à créer un lien avec vos équipes et votre entourage vraiment sur des plateformes. On parle souvent social media, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etc. pour réussir à créer un personnel branding fort. Il y a du coup la partie interne, tous les channels qui sont possibles. À l'intérieur, vous pouvez mettre en place des initiatives comme la newsletter. Ça peut être un post récurrent, un rendez-vous avec vos équipes ou différentes personnes. Et derrière, comment réussir à partager l'information, c'est vraiment la première pierre. Et après, derrière, comment réussir à ramener ça à plus de monde, plus de personnes. Côté un peu itératif de tout ça. L'autre élément important à prendre en considération avant de se lancer, c'est quand même d'essayer de poser sur le papier ses objectifs, de réussir à formaliser à un moment ce qu'on souhaite atteindre avec justement ce travail autour de la marque personnelle. Et là-dessus, moi je dirais qu'il y a deux choses qui sont très liées et qui ne sont pas mutuellement exclusives, à l'inverse, contrairement à ce qu'on imagine parfois, qui sont les objectifs business, potentiellement plus corrélés à ce que vous faites au quotidien dans le cadre de votre travail, qui peuvent être de l'ordre de générer de la visibilité, générer des ventes, travailler sur l'attractivité de votre entreprise, etc., etc. Et puis après, il y a les objectifs perso qui peuvent être de l'ordre de j'aimerais être connu comme un expert sur tel sujet, j'aimerais réussir à asseoir ma crédibilité sur un sujet donné, j'aimerais pourquoi pas travailler mon employabilité parce que la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, je sais que c'est pas la boîte dans laquelle je finirai ma carrière et j'aspirerais à un moment à aller voir ailleurs et à faire autre chose, ce qui est complètement compréhensible. Et tout ça, vous pouvez le faire. En fait, il y a moyen de réussir à lier ces différents éléments-là. Par contre, ça va forcément impacter la stratégie que vous allez mettre en place, les plateformes sur lesquelles vous allez prendre la parole, le type de prise de parole que vous allez avoir. Donc, c'est pour ça que c'est très important de réussir à poser ça, quand bien même c'est pas figé dans le temps, ça peut évoluer aussi, mais au moins de se mettre très au clair sur à court terme ou à moyen terme, voilà ce que je cherche à accomplir. Et de là va découler toute la stratégie que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Olivier, tu nous posais la question, du coup, quels sont les éléments concrets, metrics pour évaluer sa marque personnelle. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments concrets. On pourrait dire un nombre d'abonnés sur LinkedIn, sur Insta, etc. Pour moi, c'est les opportunités qui découlent de ta marque personnelle. Aujourd'hui, par exemple, imaginons le nombre de personnes qui viennent te voir en disant tiens, je viens parce que tu as créé ce contenu-là. Et c'est le meilleur moyen de pouvoir, on va dire, mesurer l'impact que ça a eu. Je prends un exemple aujourd'hui avec Tirefest, la stratégie qui est mise en place, et des personnes qui viennent en DM sur LinkedIn nous voir en disant j'ai vu ce contenu-là, il était intéressant, qu'est-ce que tu en penses, on peut discuter, on peut prendre un café. Là, en fait, c'est nourri par la marque personnelle. Aujourd'hui, le meilleur moyen, je pense, des fois, c'est aussi de corréler soit en tant qu'entrepreneur au chiffre d'affaires, soit aussi par rapport aux opportunités professionnelles.
Marque perso très forte, Thomas en parlait sur le côté crédibilité, d'ailleurs avoir une augmentation, réussir à pouvoir aller voir la direction pour dire j'ai ce projet-là, comment je fais pour réussir à le mettre en place et que l'équipe m'a déjà dit ok, cette personne a pris les devants sur ce sujet-là, je pense qu'on a confiance, et derrière la personne est crédible pour pouvoir aller dessus. Je pense qu'il n'y a pas de métriques plus que ça en disant aujourd'hui c'est un nombre d'abonnés, un nombre de likes sur chaque post. Non, des fois c'est bien d'avoir peu d'engagement, beaucoup d'engagement avec une faible communauté qu'avoir peu d'engagement avec une communauté énorme et qui est peu intéressante pour nos enjeux perso. Et ça revient à ce qu'on disait juste avant sur les objectifs qu'on se fixe. En fait, pour moi, les indicateurs et les métriques, elles doivent être corrélées aux objectifs. Si je prends un exemple concret, par exemple, Tire-Fesse, alors c'est pas un travail sur une marque personnelle, mais c'est le travail qu'on fait sur la communication de l'agence, mais le parallèle fait sens quand même, mais c'est de se dire, nous, on fait grandir la communauté de Tire-Fesse sur la page LinkedIn de Tire-Fesse, mais une métrique à laquelle on est ultra vigilant, c'est le pourcentage de personnes qui nous suivent, qui travaillent dans le secteur de l'agroalimentaire. Parce qu'à un moment, nous, on est spécialisé dans la communication sur les réseaux sociaux pour les marques agroalimentaires. Donc, si à un moment, on se rend compte qu'on a plein de gens qui travaillent dans le secteur des télécoms, de la tech, ça veut rien dire la tech, mais des télécoms, de l'industrie, mais qui ne sont pas dans l'agro, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un mismatch, on n'a pas fait le taf correctement. Et puis c'est pareil, je trouve que si on se dit que, par exemple, on a un enjeu à travailler sa marque perso pour générer du business, on connaît plein de créateurs de contenu qui ont des dizaines de milliers d'abonnés et qui gagnent pas très bien leur vie et qui ont du mal à monétiser leur audience, versus des gens qui ont des toutes petites communautés qui sont ultra engagées et qui gagnent 3, 4, 5, 10 000 euros par mois avec une audience de 2000 personnes, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment réussir à se dire quel est mon objectif et comment je peux faire pour mettre en place les bons leviers pour être cohérent par rapport à cet objectif-là. Et du coup, de là découlent les KPI et les métriques qu'on va être amené à traquer. Et nous, c'est souvent la question qu'on pose quand on a des leads qui arrivent, etc. Vous nous connaissez, comment vous avez découvert Tire-Fesse, c'est là qu'on se rend compte que le personal branding de chaque individu de l'agence est fort parce que des opportunités qui en découlent. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les objectifs qu'on cherchait à atteindre, qu'on a bien compris que le travail sur la marque personnelle, ça allait être de plus en plus compliqué de passer à côté, que ça avait du sens qu'on soit entrepreneur ou salarié, qu'on s'est fixé des objectifs clairs, il y a le travail qu'on est censé faire à chaque fois qu'on pose une stratégie de communication ou marketing, qui est la création d'un persona que vous pouvez faire de façon plus ou moins poussée. Moi, le truc sur lequel je vous invite à beaucoup réfléchir, et qui est parfois malheureusement pas poussé suffisamment loin pour moi, je ne vais pas rentrer dans une présentation académique et théorique de ce qu'est un persona, mais le volet pain point, la question des problématiques de la personne que vous cherchez à toucher, pour moi c'est un truc qui est clairement pas assez poussé la plupart du temps, et où pour moi à la limite 80% de votre temps vous devriez le passer là, parce que c'est ce qui va vous alimenter le plus dans votre réflexion sur votre création de contenu au quotidien. Vous vous rendrez vite compte aussi que c'est ce qui a le plus d'écho auprès de votre audience cible quand vous allez faire des publications qui adressent des problématiques spécifiques et concrètes auxquelles sont confrontées votre audience cible, auxquelles est confrontée votre audience cible. Et donc, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à passer beaucoup de temps sur cette notion de pain point et de problématiques. Du coup, en fait, en gros, après, au-delà de ça, d'ailleurs, pensez à quel format. Je prends des exemples qui sont à nous. Aujourd'hui, par exemple, typiquement Thomas, quand il a lancé son podcast, il savait exactement aujourd'hui quelles étaient ses compétences. Derrière aussi sa personnalité, et du coup, il a créé de la brigade avec cette volonté de se dire, voilà, le format audio, c'est un sujet qui m'intéresse, je l'ai saigné, j'en consomme beaucoup. Derrière, je vais me frotter à ça, mais je sais que derrière, il y a un travail de préparation qui est clé. Moi, j'ai toujours tendance à dire, c'est souvent le problème, quand même vous, potentiellement, quand vous regardez ce webinaire, vous avez plein d'idées en tête, vous vous dites, tiens, ce format-là, je vais le tester, je vais faire ça. Et souvent, il n'y a pas ce petit pas de côté qui se dit, est-ce que je vais être la bonne personne dans l'exercice? Est-ce que mes compétences que j'ai, c'est les bonnes pour réussir à maîtriser cet exercice et vraiment être performant dedans? Ou derrière, plutôt faire un petit pas de recul et se dire, ok, là, aujourd'hui, dans mes forces, typiquement, moi, mes forces, c'est pas l'écrit. Je sais que je vais plutôt capitaliser sur un format audio ou vidéo parce que derrière, c'est important. Donc, du coup, en fait, aujourd'hui, il y a un travail et un petit taf qui est à faire tout le temps, c'est que un travail de projection. Donc, quand vous passez du temps sur LinkedIn, souvent, on a tendance à consommer le contenu d'une personne sans se poser la question comment
si j'étais à sa place, comment je l'aurais fait. Par exemple, quand vous voyez un post rédigé, moi je le vois, je me dis comment j'aurais pu le faire en vidéo. Il y a tel truc, tel sujet, etc., que j'aurais creusé un peu plus. Des fois, je me dis, quand je vois des super posts et que il n'y a pas d'emoji dedans, je me dis, ça manque un peu de couleur. C'est l'artiste, c'est possible. Et en fait, en vrai, il y a un esprit critique qui se crée. Potentiellement aussi pour vous, par rapport à vos compétences, c'est aussi comment je peux monter en compétence sur un sujet. Typiquement, aujourd'hui, les podcasts, on a pu le voir, un truc se développer. À la base, c'était beaucoup audio, c'est passé en vidéo. Il y a des outils qui se sont mis en place, des outils qui permettent de record, de pouvoir exporter des podcasts beaucoup plus facilement. Donc, en fait, quand vous savez vraiment vos limites et où vous êtes bon, derrière, après, la décision et les choix des formats est ultra simple. Et par contre, il faut toujours avoir ce côté très critique là-dessus, et on va dire, ne pas être trop utopiste, parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font ça le branding, qui ne sortent jamais aucun contenu sur leur réseau, juste parce que, en fait, à la base, l'idée était géniale, mais en fait, ils se sont mis une pression folle, et quand ils ont vu le résultat, ils se sont dit « Ah non, jamais je peux sortir ça ». Et là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle assez naturellement de LinkedIn quand on pense marque personnelle, mais la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de plateformes, il y a tellement de formats qu'on peut exploiter. L'idée étant de réussir à trouver le match entre ce que vous savez déjà faire potentiellement, est-ce que vous savez vous filmer, est-ce que vous savez monter une vidéo ou pas, les choses avec lesquelles vous êtes à l'aise aussi, et là ça fait écho à votre personnalité, et puis après, les formats qui fonctionnent le mieux sur les différentes plateformes, et en fait en fonction de ça, ça va vous permettre aussi au départ de faire des arbitrages, et de dire je peux pas être présent partout dès le départ comme je le voudrais, il y a des choses qui me viennent plus naturellement que d'autres. Par exemple, je suis à l'aise avec l'écrit. Très bien, LinkedIn ou Twitter sont des plateformes top pour les gens qui aiment écrire. Et voire même si le constat que vous faites, c'est j'adore écrire, mais jamais plus de 5 lignes parce qu'en fait, après, je me perds et je trouve que c'est moins fluide et c'est moins clair. Bon, Twitter, go, ça y est, vous aviez 5 plateformes possibles. Vous êtes arrivé à une plateforme et vous l'investissez aussi sur le temps long en faisant quelque chose qui vous ressemble, avec lequel vous êtes à l'aise au départ. Il y a suffisamment de barrières à faire sauter avant de se lancer pour pas en plus se rajouter des contraintes techniques. Et le corollaire de ça, ou en tout cas la continuité de ce truc-là, c'est de se dire, OK, quel est le format qui est le plus adapté par rapport à mes compétences et à ma personnalité, quel est le type de contenu qui est le plus adapté, et vous pouvez faire aussi le même raisonnement sur l'approche que vous allez adopter en termes de création de contenu, c'est-à-dire que par rapport à ce monopole personnel, cette singularité dont on a parlé tout à l'heure, vous allez être en mesure de définir un certain nombre de thématiques sur lesquelles vous vous sentez légitime à prendre la parole ou sur lesquelles vous avez envie de parler, ou desquelles vous avez envie de parler. Et après, une fois que vous êtes au clair sur les thématiques, vous allez aussi devoir définir un angle. Et cet angle, pour moi, il y en a 4 qui sont les angles principaux qu'on retrouve très souvent, qui sont les contenus actionnables, les contenus aspirationnels, les contenus analytiques et les contenus anthropologiques. Je ne suis pas à l'origine de la classification. Il y a des gens qui font ça depuis bien plus longtemps que moi, qui ont très bien étudié le sujet. Je ne fais que répéter leurs mots. Mais je trouvais que c'était une grille de lecture ou un framework qui était assez intéressant parce que ça permet vachement de structurer la réflexion. Ça permet de se projeter. Je vous ai mis des exemples entre guillemets concrets d'un contenu actionnable, à quoi ça ressemble. Voici comment j'ai fait X en Y étapes. Voici comment j'ai augmenté mon taux d'engagement de 2% sur LinkedIn en 5 étapes. Voici comment j'ai créé une semaine de contenu en 1 heure en 4 étapes. Donc ça, c'est des choses très concrètes, très actionnables. Après, il y a des types de contenus qui sont plus d'ordre aspirationnel. Dans ma vie, j'ai réussi à faire ça et tu peux le faire aussi. Yes, go. Les contenus analytiques, où là, on est très porté sur l'analyse approfondie, l'étude de la data, etc. Et puis, les contenus un peu plus anthropologiques, entre guillemets, c'est un point de vue un peu méta, pourquoi les gens agissent comme ils agissent, quoi. Et en fait, vous allez voir qu'assez naturellement, quand vous allez vous frotter à ces différents types de contenus, il y a des choses qui vous viennent plus facilement que d'autres. Et le gros conseil que j'ai moi, et tu me diras Ben si tu es d'accord avec moi, mais suivez vos inclinations au départ, suivez ce qui vous vient naturellement. Et petit à petit, vous poserez des briques supplémentaires, vous allez vous frotter à d'autres formats, vous allez vous frotter à d'autres types de contenus, à d'autres plateformes. Et au départ, allez-y en douceur. Et je pense que vraiment, il n'y a pas de recette miracle. Blandine, tu posais la question sur comment monter en compétences. En fait, il faut tester. Et je pense que, après, c'est pas tout ce que je veux dire, mais il y a le côté passion. Si la vidéo, ça vous fait kiffer, vous prenez du plaisir à créer du contenu vidéo, vous prendrez du plaisir à apprendre à monter une vidéo, monter en compétences là-dessus. Après, il y a toujours un gap, et là, qui est plus
aujourd'hui pour les entrepreneurs ou des personnes qui ont des équipes en dessous d'eux, savoir à quel moment vous avez de la valeur ajoutée à faire le montage, la post-prod, etc. Ou si vous ne pouvez pas créer une équipe qui peut vous aider aussi à développer votre personal branding, parce que en fait, un seul, on va plus vite, mais moins loin. et voilà, notre objectif aussi, c'est de se dire que tester en mode from scratch avec vos compétences, faites des tests et après, très vite, quand vous voyez qu'il y a un format ou quelque chose qui vous parle et qui fonctionne, développez-le, améliorez-le et derrière, vous aurez une version vraiment un peu plus premium, mais il ne faut pas se limiter à... Il y a trop de créateurs qui veulent un truc quali dès le départ et qui mettent 6 mois à lancer. C'est le même constat avec les sites web. Avant, à l'époque, pas mal de boîtes qui faisaient des sites, quand ils lançaient une startup qui mettait 6 mois à être sortie, qui coûtait un bras. Aujourd'hui, avec du no-code, on peut se débrouiller, on peut faire des choses. Là, c'est pareil sur les réseaux, il y a des outils, il y a des applications, même en natif sur Twitter, sur Insta, sur LinkedIn. En tout cas, on peut créer des choses. Ouais, n'ayez pas de limite. Et là-dessus, moi, j'ai développé une conviction profonde par rapport à ça, et c'est mon opinion sur le sujet. Le débat qualité versus quantité, pour moi, c'est un faux débat. La qualité vient de la quantité. Il faut pratiquer pour devenir bon. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que si à un moment, on ne se donne pas les moyens et qu'on n'essaie pas et quand je dis pratiquer, c'est pratique délibérée, active, avec un regard critique. Et pour moi, c'est la seule solution pour réussir à monter en compétences. C'est inconfortable au départ. Évidemment que dans 6 mois, vous aurez un peu honte des contenus que vous avez postés aujourd'hui. Tant mieux, c'est le signe le plus concret que vous avez progressé. Et ça sera comme ça pendant toute votre vie de créateur de contenu, entre guillemets. Mais il faut faire la paix avec ça, il faut l'accepter, il faut être un peu décomplexé par rapport à ça. Et puis, parce que sinon, le reste, c'est comme disait Benjamin tout à l'heure, c'est effectivement de jamais se lancer, quoi, et d'avoir plein de brouillons qui sont là en train d'attendre dans un dossier sur votre ordinateur, mais qui verront jamais le jour. Par exemple, ce webinaire, on a une mauvaise connexion Internet, on n'a pas créé avec l'expérience la plus parfaite, etc. Mais on produit, on crée du contenu et derrière, dans les prochains mois qui vont arriver, on va monter en compétences, on va développer ce webinaire avec du matériel, une intro, une outro, etc. Et à l'autre côté, nous aussi, on itère notre personal branding et voilà, ce qu'on fait là, n'importe qui peut le faire. Yes. L'autre constat qui est quand même important, pour moi, s'il y a 2 choses à retenir quand on commence à se lancer sur la création de contenu, c'est qu'il y a un constat qui est évident, c'est qu'on vit dans un monde où tout va très vite. Il y a un autre constat qui est évident, c'est que la production et la consommation de contenu n'ont jamais été aussi importantes. Donc la concurrence est aussi féroce, la barrière à l'entrée, elle est de moins en moins élevée, elle est de moins en moins importante. Aujourd'hui, on peut faire des vraies dingueries avec un iPhone. Donc juste, globalement, tout le monde a un studio photo, vidéo dans sa poche. Eddie, si tu nous écoutes, ne fais pas de crise cardiaque. Je sais que les vrais professionnels n'utilisent pas d'iPhone. Ça n'empêche qu'à un moment, si on veut se lancer aujourd'hui, on peut le faire avec peu de moyens. Par contre, pour moi, ça signifie 2 choses et il y a 2 conclusions à en tirer. C'est que vous devez vous focaliser et passer énormément de temps à progresser sur 2 dimensions quand on parle de création de contenu. La première qui est capter l'attention. Comment est-ce qu'en 3 secondes, comment parmi une mer de contenu, un océan de contenu disponible, je fais pour réussir à émerger. Et une fois que vous avez l'attention de l'utilisateur, comment vous faites pour la conserver. Et pour moi, ça a des impacts sur le fond et la forme. La notion de capter l'attention, ça veut dire travailler des accroches qui soient efficaces. Et il y a un tas de biais psychologiques sur lesquels vous pouvez jouer pour essayer de faire en sorte de créer ce qu'on appelle des patterns interrupts, c'est-à-dire à un moment, quelqu'un qui est en train de scroller sur son feed, réussir à mettre toutes les chances de votre côté pour que la personne s'arrête sur vos contenus plutôt que sur la publication d'avant ou celle d'après. Et puis après, sur le fait de conserver l'attention des gens, là, pour moi, on en vient à une notion de substance, de qualité du contenu créé. C'est-à-dire que si à un moment, les gens ont le sentiment d'avoir appris quelque chose ou le sentiment de retirer quelque chose du fait qu'ils aient consommé votre contenu, et vous avez gagné le match. Question d'Olivier, un positionnement clair, typologie du client, X marché, X expertise, est-il un prérequis indispensable pour aider sa marque perso? Je pense qu'en fait, le positionnement clair, il va se construire en même temps que la marque personnelle. En fait, c'est quelque chose qu'il ne faut pas graver dans le marbre, etc. C'est quelque chose qui doit évoluer. Il faut avoir son objectif et sa vision, mais derrière, il ne faut pas être trop bête pour se dire je reste là-dessus. Quand vous allez avoir des feedbacks d'une communauté d'autres personnes sur votre marque perso, il va falloir réussir à les prendre, comment réussir à améliorer le positionnement, parce qu'un positionnement clair,
Dès le départ, c'est difficile de l'avoir parce qu'on n'a pas un spectre ou une vision globale. On ne peut pas être omniscient sur tout ce qui se passe. Donc voilà, donc ça reste clé. Après, c'est un objectif, comme disait Thomas, avoir un positionnement clair, ça doit être l'objectif aussi final pour qu'à la fin, nous, typiquement, avec Tierfest, notre vertical, c'est l'agroalimentaire. On a mis quelques mois à réussir à avoir ce positionnement clair. Maintenant, il est assumé et on fonce, quoi. Et là-dessus, en fait, je pense que est-ce que c'est un prérequis? J'aurais tendance à te dire oui, dans une certaine mesure. Par contre, ce qui est assez certain, c'est que sans ça, ça va être compliqué d'avoir des résultats. C'est-à-dire que ça va être très compliqué pour les gens de comprendre et de réussir à identifier rapidement est-ce que c'est la bonne personne à suivre par rapport à mes enjeux du moment et les problématiques auxquelles je cherche des réponses. Ça c'est une certitude. Après, il faut quand même garder dans un coin de la tête que je rejoins Benjamin quand il dit que tout ça, c'est pas figé, ne serait-ce que parce que la vie, quoi. C'est-à-dire que vous allez aller faire d'autres trucs, peut-être que votre vie professionnelle va évoluer, peut-être que le positionnement que vous aviez à un instant T, dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans, vous en aurez un complètement différent parce que votre vie aura complètement changé. Donc, il faut être en paix avec ça, il faut être OK avec ça. Je pense que c'est hyper important. Et puis aussi, pas se fermer au retour des gens, comme le disait Ben. Je prends l'exemple d'Hugo, dont on parlait tout à l'heure, qui a fini par aboutir à un positionnement qui est celui du multi-entrepreneur, du starter, du mec qui fait passer les boîtes de 0 à 1. Ça, c'est l'étiquette qu'on lui colle aujourd'hui, avec laquelle il est hyper à l'aise et il en est très content. Mais ça, c'est pas lui qui l'a posé. Ça, c'est Benoît Dubos qui, à un moment dans son podcast, a dit aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hugo Benz, qui est un mec qui a monté 6 boîtes qui ont toutes fait 1 million la première année. Boum. Et en fait, Hugo, a posteriori, s'est rendu compte que ça avait vachement d'écho par rapport à l'audience qu'il cherchait à toucher. Et du coup, il a adopté ce truc-là, il l'a accepté. Hop, il a pris le t-shirt que Benoît lui avait cousu et il l'a enfilé. Il a dit ok, ça maintenant, c'est mon étiquette. Et cette étiquette, elle changera peut-être dans 1 an ou 2. Donc, il faut aussi, des fois, être un peu à l'écoute des signaux faibles, quoi. Tu nous dis, je combats l'injonction de la spécialisation, mais pour développer ta marque perso, tu dois être spécialisé. Encore une fois, là-dessus, j'apporterai le même élément de réponse que ce que je viens de dire, qui est, si à un moment, tu as un enjeu à rendre, entre guillemets, lisible ta proposition de valeur et la promesse que tu fais, je trouve que c'est hyper compliqué si tu ne te positionnes pas par rapport à ton marché, quoi. Et je pense que c'est rendre service à tout le monde parce que ça permet aux gens qui vont consommer ton contenu, qui vont commencer à interagir avec toi, de savoir que potentiellement tu peux être une personne ressource pour eux à un moment ou à un autre. Et toi, ça t'évite aussi d'être sollicité par des gens qui sont peut-être pas cohérents par rapport au business que tu essayes de développer ou des choses comme ça. Après, ça ne veut pas dire se spécialiser, ça ne veut pas dire se limiter. C'est pas parce que tu es spécialisé sur une expertise très précise sur un segment de marché spécifique que tu n'as pas le droit de prendre la parole sur des sujets qui te tiennent à cœur. Il y a quelque chose que moi je dis assez souvent, c'est que les gens viennent pour le contenu et la valeur ajoutée. C'est-à-dire que la porte d'entrée dans ton univers et dans ton écosystème, c'est la valeur que tu vas pouvoir apporter à travers ton contenu. Par contre, ces personnes-là, elles restent pour l'homme ou la femme qui est derrière. Et je pense que c'est hyper important, on l'a parlé au début, Ben le disait, d'être à l'aise avec le fait de montrer sa personnalité aussi. Et des fois, ça veut aussi dire prendre la parole sur des sujets qui ne sont pas directement liés à ton business. Donc, faut donner du corps un peu à tout ça. Et puis, encore une fois, il faut essayer de rester le plus cohérent possible et aligné par rapport à qui on est et ce qu'on cherche à véhiculer et revendiquer. Et vous allez évoluer en même temps que votre communauté. C'est naturel. C'est juste que vous ne pouvez pas faire changer de direction trop rapidement. Je vois une métaphore d'un artiste qui change de style musical entre 2 albums. C'est compliqué. La communauté va pas forcément séparez-vous sur votre personal branding. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, changer totalement d'attitude ou d'ailleurs, ce côté, comme disait Thomas, schizophrène. Donc voilà, il faut vraiment évoluer en même temps et faire évoluer votre communauté aussi avec vos changements de vie, etc. Exactement. Peut-être sur le mot de la fin, je vois ça fait déjà 40 minutes qu'on discute de tout ça. Sur l'état d'esprit à adopter, qui pour moi est pour le coup quelque chose d'assez critique si on veut réussir à tenir les choses sur le temps long. Ce schéma, je l'ai honteusement volé à Thomas Rivol. Si vous ne suivez pas Thomas sur LinkedIn, vous passez à côté de choses assez intéressantes. Donc je vous invite à aller voir son profil. Il crée pas mal de contenu autour du sales, marketing, entrepreneuriat, qui sont des choses qui sont assez intéressantes. Et où je pense qu'il y a un enjeu où il faut réussir à apprendre à gérer ses attentes pour tenir sur la durée.
et réussir à investir le truc de façon assez saine et avec une optique qui est plutôt long-termiste. Parce qu'en fait, déjà, les hacks, ça n'existe pas. Il y a des bonnes pratiques à connaître. Et puis surtout, il faut rester dans le jeu le plus longtemps possible, puisque moi, je pars du principe et je considère qu'on perd quand on abandonne. C'est-à-dire que tant que vous êtes encore dans la partie, vous n'avez pas perdu. Il faut se donner le temps d'essayer aussi de comprendre les enjeux de la plateforme sur laquelle on prend la parole, affiner son positionnement, comme on a pu le dire tout à l'heure par rapport aux questions d'Olivier, progresser sur sa création de contenu parce que on commence à comprendre les codes et les enjeux et puis on devient meilleur techniquement aussi, parce que plus on pratique, plus on s'améliore techniquement. Et en fait, il faut bien se rendre compte que ce ne sera pas linéaire. Et globalement, tous les créateurs de contenu avec lesquels j'échange dans le cadre du podcast La Brigade ont le même discours. C'est qu'à un moment, il y a un truc de preuve sociale et un peu effet boule de neige de plus t'es suivi, plus t'es suivi. Et je pense que c'est même si on fait abstraction de la métrique communauté, audience, abonnés, plus t'es vu, plus t'es visible. Enfin, il y a une espèce d'effet d'entraînement qui est un cercle vertueux qui se crée au bout d'un moment, mais il y a énormément d'inertie au démarrage. Et le gros enjeu, c'est de réussir à faire tourner les listes suffisamment longtemps au début, ou en tout cas de s'acharner un peu au départ à essayer de faire tourner cette hélice pour qu'à un moment, il y ait un truc qui se crée et qui s'auto-alimente après par la suite. T'as tout dit. Okay. Et le dernier petit mot de la fin, je crois qu'on arrive au bout là, peut-être si tu veux prendre la parole. Ouais, mais en fait, en gros, ça, on a imposteur, c'est des trucs presque évidents, tout le monde là, on a tous peur de prendre la parole. Des fois même, il y a des trucs, des complexes vis-à-vis des collègues ou des personnes qui sont plus experts. D'où votre force, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut être très très bon techniquement, niveau expertise, mais il ne sera pas bon pour réussir à en parler aux autres. Je pense toujours à cet exemple d'un intervenant, d'un prof. D'ailleurs, c'est pas forcément le chercheur, le talent qui a fait les universités, qui a fait les trucs les plus impressionnants. Mais par contre, derrière, c'est quelqu'un qui réussit à enseigner ou donner du temps aux autres, qui réussit à faire comprendre et faire passer des messages. Et du coup, c'est votre rôle. Aujourd'hui, attendez pas que vous soyez les meilleurs pour prendre la parole, parce que en fait, vous ne serez jamais les meilleurs. Ça, c'est un truc, peu importe. Puis le meilleur, c'est une notion hyper subjective, en fait. Meilleur par rapport à quoi, par rapport à qui. Parce que votre enjeu, c'est de faire différent, de faire à votre image, de faire mieux sur certains critères, mais pouvoir dire que quelqu'un est le meilleur, ça suppose d'avoir un référentiel qui soit partagé par tout le monde, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas quand on parle de ces sujets-là. Donc faites, ne prenez pas la tête, pensez pas vraiment au regard des autres. C'est pour ça que les schémas, on va dire, proches, équipe, marché sont intéressants. Commencez avec votre entourage proche, faites ça avec vos équipes, et en fait, ça va vous donner la confiance nécessaire pour aller étendre vos marchés et donner encore plus visible votre savoir-faire et votre expertise. Et je pense qu'on loupe quelque chose de ne pas connaître votre personnalité ou pas vous avoir vu sur les réseaux. Exactement. C'est un peu de dev perso là. Ouais, on est sur un truc un peu. Mais voilà, il y a un dernier slide qui est plus des actions à mettre en place. Et ça, c'est plus, j'aime bien dans les webinaires quand il y a 3 actions concrètes à mettre en place. La première, c'est que vous devez sortir de là en disant il y a une première pierre que je dois poser, c'est comment en interne, sur mon Slack, Discord, sur newsletter interne, peu importe, réussir à apporter ma pierre, donc votre expertise, au reste des équipes. Des fois, ça peut être une expertise qui peut être assez large. Typiquement, je pense à notre vertical food. Derrière, par exemple, le Mindfulness Food qui émerge. Là, en ce moment, il y a un type de donut croissant qui est en train de se développer, qui était à New York, qui arrive du coup dans les boulangeries parisiennes. Il y a beaucoup d'influenceurs qui créent du contenu autour de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, un petit truc comme ça que moi, je peux régler ça en interne. Derrière, faire de la veille sur les prises de parole des autres. En fait, on parle de personal branding, mais en fait, c'est un taf à vous passer du temps sur ce qui se fait, des gens qui vous inspirent, vous montrer aussi que c'est réalisable. C'est ça que j'aime bien aussi les épisodes de la brigade de Thomas, c'est que souvent on voit les personnes qui ont réussi à déjà 20, 50 000 abonnés, mais en fait, en soi, ils étaient comme nous il y a 2-3 ans, et derrière, ils se posaient les mêmes questions, ils n'osaient pas faire leur premier post. Et en fait, c'est juste logique. Mais du coup, ils n'hésitaient pas, il y avait un truc exercice que moi j'aimais bien faire, scroller des années en avant. C'est parce qu'on fait les autres, vous verrez, ils n'étaient pas vraiment très bons. C'est juste que ils ont foncé, ils ont créé du contenu. Et la dernière chose, c'est, alors là, clé,
faites comme Olivier, spammez les webinaires avec des messages, mais interagissez avec celles et ceux les personnes avec qui vous avez créé du lien, c'est important. Donc, soyez présents. Forcément, il n'y a pas besoin de créer forcément du contenu. Je prends l'exemple de LinkedIn, juste mettre des likes, réagir des commentaires, partager des publications. En interne, quand quelqu'un partage une bonne idée, n'hésitez pas dans les channels Slack à créer une conversation avec ces personnes. Là, vous avez développé votre personal branding et l'impression toujours d'être un peu comme retour au lycée ou au collège. Derrière, il y a ce côté, comme disait Thomas, la réputation. C'est qu'est-ce que vous avez envie que les autres voient de vous et comment vous pouvez faire que les réseaux, le digital permettent vraiment de créer votre personal branding. Ou sinon, si vous voulez faire un truc fort, il y a aussi tout ce qui va être branding pur, donc avec graphisme, esthétique, etc. Typiquement, je pourrais me retrouver avec des lunettes roses et derrière, je serai le mec aux lunettes roses. Donc voilà, il y a tout ça aussi qui se travaille et qui se développe. Donc, et ouais, sur le dernier point, la notion d'interaction, allez-y, hein, je le dis assez souvent, mais par exemple, commenter des publications sur LinkedIn, c'est un très bon moyen d'être actif, d'être visible, sans avoir à créer du contenu à proprement parler. Si au départ, vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de prendre la parole comme ça devant toute une audience, déjà interagir avec le contenu de personnes qui vous inspirent, c'est un très très bon moyen de s'assurer de se rendre visible et de commencer à se prêter à ce jeu-là de prendre la parole. Et les questions. Donc, Olivier, merci pour toutes ces questions très intéressantes, ultra pertinentes, qui nous ont permis d'adresser pas mal de sujets. Donc, nous t'en sommes très reconnaissants. Et n'hésitez pas à venir en privé, en DM. Yes. Thomas et moi, si vous voulez creuser des sujets, on est toujours dispo, même pour aller boire un café, échanger par téléphone. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Vous allez pouvoir avoir le replay du webinaire dans tous les cas. Et là, on laisse quelques secondes si vous avez des questions et des suggestions pour qu'on puisse y répondre. Donc, il y a ce petit moment où on attend un peu. Ça marche. En tout cas, merci d'avoir aux 30-35 personnes qui ont passé presque une heure avec nous ce matin. C'était cool et on espère que ça vous a plu, intéressé et que vous en avez retiré des choses concrètes que vous allez pouvoir mettre en pratique. Voilà. Et une bonne journée et un bon appétit à tous. Pour les gens qui se déconnectent, donc je pense qu'il n'y aura pas de questions. Et, merci à toi, Blandine, d'avoir été avec nous ce matin. Et merci à vous. Ciao.